Mesdames et messieurs, honorables jury, opposants, bonjour. Nous voilà tous réunis dans ce même endroit, devant ce pupitre qui nous a procuré et qui nous procure toujours une jouissance et un plaisir intellectuel. Ce pupitre qui ne cesse de nous donner des frissons à chaque fois que nos doigts l'effleurent. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que mes camarades et moi sommes présents afin de débattre d'un sujet qui peut paraître simple, certes, mais qui n'est point simpliste. Au vu de la situation mondiale actuelle, la normalisation avec Israël ne peut être que justifiée. Bon, avant de commencer, on va replanter un peu le décor. Et pour cela, remontons un peu dans le temps, et plus précisément au XXe siècle. Et on va s'intéresser à une notion qui a émergé en ce temps-là, le sionisme. Pour faire simple, le sionisme est à la fois un mouvement nationaliste parmi le peuple juif et une idéologie qui vise à encourager l'édification de l'État d'Israël. Ce mouvement a été encouragé par la Première et la Deuxième Guerre mondiale avec la persécution et le génocide des Juifs. En 1948, une étape très importante puisque c'est l'année où ce soi-disant État est créé, l'État d'Israël qui, je le rappelle, n'est pas reconnu comme tel par de nombreux pays voisins. Les crises en Syrie, en Irak, au Yémen et en Palestine ont toutes été provoquées par les services d'État composant la communauté internationale et ont été entretenues avec la bénédiction des pays arabes, plus précisément les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Deux prestataires de services au profit des lobbies israélo-américains, ces deux pays se sont transformés en maîtres chanteurs pour forcer la destinée de peuples damnés. En attendant, la liste des pays arabes et musulmans devant subir cette normalisation est encore longue. Quant au Maroc, le 10 décembre dernier, 3 tweets de la part de Donald Trump sont venus chambouler la donne géopolitique de la région nord-ouest africaine. Après avoir longuement joué au yo-yo diplomatique d'un ni contre le Maroc ni totalement avec lui, les États-Unis d'Amérique ont fini par franchir le Rubicon en reconnaissant l'entière souveraineté du royaume du Maroc sur le Sahara. Le tweet du président sortant parlant de la normalisation entre le Maroc et Israël comme d'une avancée historique et tiens, une percée majeure pour la paix au Moyen-Orient était déjà d'un cynisme absolu. Mais venant d'un homme dont la vacuité intellectuelle abyssale, qui n'était pas en mesure de situer le Sahara marocain sur une carte il y a à peine quelques semaines, il n'y avait rien de si surprenant. Washington reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara contre la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv. Une décision qui est prétendue être en faveur du Maroc, mais qui ne l'est pas finalement. Pour Israël, ce n'est qu'une simple normalisation stratégique, politique, économique, dans le seul but d'avoir la main mise sur tout ce que leurs armes n'ont pas pu obtenir, et dans le seul but d'assouvir leurs désirs sionistes. Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont vu qu'il était plus facile de faire lâcher la Palestine par le Maroc contre une promesse de son entière souveraineté sur le Sahara que de faire subir d'autres sacrifices et privations au peuple palestinien dont les enfants continuent de lancer des pierres contre des chars israéliens de dernière génération. Tout cela pour dire, mesdames et messieurs, que cette normalisation ne peut être en aucun cas justifiée. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. La boucle s'élance, la ligne du temps avance et la chronologie se répète en continu, en dérivant, en infléchissant sa course via des tangentes, en créant à travers tout ce processus quantique ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire. Hélas, cette dernière fait bien les choses et a décidé de mettre au monde, le 14 mai 1948, l'État d'Israël. Du moins, c'est ce que Google dit. Mais en fouillant un peu plus dans ses archives, on y retrouve les traces d'un certain royaume d'Israël entre 720 et 930 avant Jésus-Christ. La suite du récit, vous la connaissez. Pour rappel, 1917, la déclaration de Balfour par les Britanniques qui se mêle à celle de Sykes-Picot. Tout ça dans un grand saladier auquel on ajoute une petite dose d'antisémitisme, une pincée d'islamophobie, de rancœur, de la coriandre, et on obtient ce bon vieux conflit israélo-palestinien qui a duré bien trop longtemps. Bien trop longtemps. Tout ce petit résumé pour vous remettre dans un contexte de guerre. D'ailleurs, dans une guerre, il n'y a ni méchant ni gentil. Il n'y a que des
pays qui cherchent à servir leurs intérêts en premier et des hommes qui s'entretuent. D'ailleurs, l'être humain en général paie les pots cassés. Et au vu de la situation mondiale actuelle, il est plus juste de servir ses intérêts en premier lieu, dans une première mesure où tout d'abord, nous sommes un pays, nous sommes un peuple qui est censé être soudé et qui devrait raisonner, qui devrait être politiquement parlant, très égoïste, afin de servir uniquement ses intérêts, parce que c'est comme ça qu'on fait de la bonne politique. Donc s'il faut sacrifier, entre guillemets bien sûr, la cause palestinienne aux dépens de normaliser avec Israël, ce qui nous apporte bien plus que de rester les bras croisés, eh bien le choix est vite fait, surtout quand nous y avons bien plus à y gagner, surtout dans un temps de crise comme celui-ci, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays dont la communauté étrangère la plus importante est d'origine marocaine, en l'occurrence Israël. Maintenant, cette avarice de pouvoir, entre guillemets encore une fois, ne représente aucunement une idéologie sanguinaire qui normalise la mort des Palestiniens. Bien au contraire, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une monstruosité. Nous espérons tous, le plus tôt possible, la fin de cette guerre afin de mettre un terme à ce calvaire abominable qui a duré bien trop longtemps. Par ailleurs, si nous voulons prendre parti pour un côté, il serait plus judicieux de pencher la balance vers ses intérêts en premier lieu, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Il faut savoir gérer ses priorités avant tout. Maintenant, dans une seconde mesure, il faut aborder le côté moral de la chose. Si je vous disais, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, notre empathie est cassée. D'ailleurs, je vais vous le prouver en vous montrant que nous sommes esclaves de contradictions. Le rapport, vous allez comprendre. La plupart des personnes qui sont contre la normalisation avec Israël disent qu'ils soutiennent la cause palestinienne. Mais si je vous disais encore une fois que ceci n'a rien d'empathie musulmane, mais plutôt d'un antisémitisme pur et dur. Pour éclaircir mon propos, il y a une guerre depuis 2001 qui dure en Afghanistan entre les États-Unis et les groupes talibans. Et tous les jours, des milliers d'enfants et d'adultes musulmans perdent la vie dans d'atroces souffrances. Et en attendant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Rien. Nous sommes assis, les bras croisés, cloués au sol, en disant que nous sommes solidaires envers n'importe quelle autre communauté musulmane, pour ne pas dire que palestinienne, alors qu'en fait, nous sommes juste des anti-juifs voilà, et qui continuent de dire que voilà, il ne faut pas normaliser avec Israël, tout simplement parce que nous sommes des musulmans, les Palestiniens sont des musulmans, donc il faut être soudés entre musulmans. Non, mesdames et messieurs, rendons-nous à l'évidence, il faut arrêter de se voiler la face et arrêter de penser que ces actions constituent des avancées alors qu'il s'agit d'une énième problématique primitive. Mais attention, je ne déresponsabilise pas la guerre, je ne déresponsabilise pas aussi la mort. Je suis juste en train de raisonner, de prendre du recul, de raisonner politiquement parlant et non émotionnellement. Du coup, mesdames et messieurs, aujourd'hui, maintenant, lors de ce débat, nous allons voir comment le Maroc va se dépêtrer tout ça. Que va-t-il faire de cette normalisation avec Israël? Est-ce que la coriandre, c'est bon? Tout ça, ce sont des questions auxquelles mes chers compatriotes ici présents vont prendre le plaisir d'y répondre à travers leurs interventions. Merci. Opposant, je vous ai entendu dire que la normalisation nous apporte profit. Mais pensez-vous vraiment que le Maroc profite de cette normalisation ou est-ce que c'est Israël et les États-Unis qui tirent profit de nous? Je vous laisse réfléchir. Depuis 1975, notre cher pays, le Maroc, a usé de plusieurs moyens pour affirmer sa souveraineté sur le Sahara. Cependant, cette dernière année, la diplomatie marocaine a pris une nouvelle envergure. 19 pays ont ouvert leur consulat à Dakhla et Lyon. L'objectif, disposer de leur soutien au sein de l'ONU. D'ailleurs, lorsque le front du Polisario a rompu le cessez-le-feu à Guerguerat, ces pays comptent parmi les premiers à monter au créneau pour défendre l'action marocaine. Opposants, nous ne nions pas que la reconnaissance des États-Unis pour la souveraineté du Maroc est une excellente nouvelle qui nous comble de bonheur en tant que citoyens marocains. Nous avons gagné le soutien d'une énorme puissance mondiale au sein de l'ONU.
Toutefois, aller jusqu'à vendre et troquer nos frères palestiniens pour une reconnaissance va au-delà de nos principes. Oui, les principes que le Maroc s'est accordé à respecter dans l'accord d'Oslo, en normalisant les relations avec Israël à condition que le peuple palestinien acquiert un État indépendant avec Jérusalem-Est en tant que capitale. Et nous savons tous qu'aucune de ces conditions n'est satisfaite. Chers camarades, n'oublions pas l'histoire. L'histoire qui témoigne de la souffrance, la torture, l'assassinat des Palestiniens. N'oublions pas qu'Israël a colonisé, oui, elle a colonisé la Palestine et qui continue jusqu'à présent de s'emparer des terres palestiniennes. Qu'elle a mené des guerres contre les Palestiniens en 1948, 1967, 1973 pour les faire sortir de leur maison, leur seul et unique abri. N'oublions pas la première et seconde intifada où des civils, femmes et enfants désarmés sont morts, tirés dessus, où des soldats israéliens piétinent au sens propre du mot sur des enfants jusqu'au dernier souffle. Mais où est passée notre humanité? Sommes-nous en train de jouer l'avocat du diable en donnant raison aux meurtriers et en condamnant des innocents? Ne serait-ce que parce qu'ils tuent des enfants qu'on ne devrait pas normaliser avec eux? Je sais ce que vous allez dire, opposants, que en fait le Maroc n'avait pas d'autre choix que de normaliser avec Israël pour obtenir cette reconnaissance. Mais que ça rentre dans ce qu'on appelle la politique. Vous voulez qu'on parle de politique? Alors parlons-en, et parlons-en bien. Et si je vous disais que le Maroc avait d'autres alternatives? La première alternative, c'est renforcer la détermination du peuple marocain à récupérer intégralement son Sahara, et ce, en enracinant l'âme et l'amour pour défendre leur pays, et en adoptant un système éducatif plus explicite vis-à-vis de la question du Sahara. Deuxième alternative, les négociations. Au lieu de vendre les Palestiniens, le Maroc aurait dû vendre sa propre marchandise en signant des accords de pêche, comme ce qu'il fait avec l'Union européenne, et en facilitant l'investissement des États-Unis et l'exploration des gisements de pétrole. En plus, rien ne garantit que cette reconnaissance va perpétuer. Avec l'arrivée du président élu Joe Biden, il pourra revenir sur cette décision et retirer cette reconnaissance. Alors, le Maroc, dans ce cas, sera double perdant, car il aura trahi les Palestiniens tout en étant trahi par les Américains. Et merci. Si tu ne sais pas la porte, tu ne peux pas l'ouvrir. Une approche souvent abordée par notre professeur de mathématiques et qui nous pousse simplement à connaître la chose et l'identifier avant de l'étudier. Car dans le cas contraire, nous ne pourrons en aucun cas franchir cette limite et y être maîtres de nos actes. Donc ce que je m'apprête à faire simplement est de vous montrer les clés primordiales qui vous permettront, chère audience, de mieux suivre le déroulement de ce sujet. Les relations israélo-marocaines reviennent aux années 60. La période où notre cher pays était en état de reconstruction après son indépendance. La vie de rêve pour certains et de malheur pour d'autres. Mais est-ce que l'engagement politique et diplomatique avec le pays qui venait de naître en 1948 avait entravé de mauvaises conséquences ou est-ce le contraire? Durant son règne, Hassan II a maintenu une ambiguïté en conservant les ponts avec l'État hébreu tout en défendant la cause palestinienne. Et depuis son accession au trône en 1961, le souverain n'a eu de cesse de jouer les équilibristes entre ses acolytes arabes et les Israéliens, s'opposant en interlocuteur incontournable dans le processus de paix au Proche-Orient. Ce qui fait, et suivant les pas de son père, le roi Mohamed VI, maintint les relations diplomatiques légères et les échanges devinrent florissants, notamment dans le domaine technologique, agricole, du renseignement militaire et de l'armement, et avec une approximation qui tournait aux environs de 149 millions de dollars, et ceci uniquement entre 2014 et 2017. Contrairement à la plupart des autres pays arabes, le roi du Maroc ne s'est jamais opposé à des négociations avec les dirigeants israéliens.
ce qui l'avait poussé à être profondément convaincu que la seule issue était de parvenir à une solution politique. Donc le souverain chérifien a déployé ses forces de médiateur sans jamais pour autant oser franchir le pas d'une reconnaissance. Hélas, peu avant Noël du fameux 2020, l'ex-président du pays de l'oncle Sam reconnaît la souveraineté du Sahara occidental. Mais en contrepartie, il fallait reconnaître la légitimité de l'État hébreu. Le Maroc est notre fierté. Le Sahara était et restera toujours notre priorité. Et une offre de la sorte ne pourra jamais être présentée une seconde fois. Donc il vaut mieux profiter de cette chance avant qu'elle parte. Une simple reconnaissance d'un pays avec lequel les relations avaient été maintenues depuis la belle époque des Beatles qui, étrangement, nous poussait à établir les relations avec les Juifs. La chanson s'appelait Hey Jews. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais bon... Cette déclaration au sein des Nations Unies représente une condition infiniment petite devant la grandeur de la récompense, ce qui fait qu'elle ne sera pas obstacle à la plume signante marocaine. Certains diront que ceci n'est pas faisable ou que c'est contre les principes d'une minorité islamiste marocaine, mais lorsque nous parlons relations politiques, diplomatiques, il faut se désintéresser du côté personnel et sentimental, négliger les pensées et passer des personnes concernées. Adoptons plutôt des principes de sagesse, de raison. Parlons logique, parlons peu, parlons bien. Merci. Mesdames, Messieurs, opposants, bonjour. Savez-vous ce que l'on dit à propos de la trahison? Non? La trahison n'est qu'une question de date. L'ami d'aujourd'hui sera l'ennemi de demain. C'est ainsi que je débute fièrement mon intervention, bleu sur blanc, afin de vous montrer, opposants, à quel point cela serait... S'il vous plaît, merci. À quel point cela serait bêtise, sottise que de faire confiance aux Israéliens. Et ce, bien évidemment, pour des raisons l'une plus évidente que l'autre. Tout d'abord, Israël n'est sans aucun doute pas un partenaire sûr. Vu la pression, l'énorme pression qu'il exerce sur les pays arabes pour que ces derniers acceptent la normalisation. Étant donné, bien évidemment, que les sionistes gagnent plus de notre reconnaissance que nous ne gagnons de la reconnaissance des États-Unis, de la marocanité du Sahara par les États-Unis d'Amérique. Et puis, comme l'a bien cité ma camarade Sarah avant moi, Israël, la normalisation, d'une autre manière, profite beaucoup plus à Israël qu'elle ne nous profite à nous. Et ceci d'un point de vue purement politique et économique. Alors, opposants, vous rendez-vous compte simplement d'à quel point cela est malsain? Vendre ses frères pour la pseudo-reconnaissance de la marocanité d'une terre qui de base est marocaine. Toujours m'a-t-on dit que le monde était fou, mais pour qu'il le soit à ce point, je ne m'y attendais point. Et puis, il en va sans aucun doute, oui mesdames, messieurs, il en va sans aucun doute qu'Israël n'hésiterait nullement pas à trahir le Maroc lorsque cela servira ses intérêts. Alors, pourquoi le Maroc se met-il dans une telle situation? Une situation délicate, entre le marteau et l'enclume, comme on dit. Eh bien, j'y ai réfléchi, et je comprends bien que le Maroc veuille faire plaisir aux deux parties, aux pays arabes d'une part, à Israël de l'autre. Mais cela pourrait se retourner contre lui, car dit-on que lorsqu'on chasse deux lapins à la fois, au final, on n'attrape ni l'un ni l'autre. Eh bien, c'est pour ces raisons, opposants, c'est pour ces raisons, mesdames, messieurs, que mes camarades et moi ici présents
sommes convaincus dur comme fer que cette normalisation ne mènera à rien de bon. Comme le dit si bien Raymond Barre, on ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. C'est ainsi que j'aurais voulu conclure mon intervention. Mais bon, je ne peux pas rester indifférent devant la situation hideuse du monde actuellement. Des pays qui se trahissent, qui se crachent dans le dos les uns les autres, tout en étant assis autour d'une même table politique, ricanant du malheureux sort de dizaines de milliers d'enfants palestiniens à qui la vie a refusé les minimes droits. Devant tout cela, mesdames, messieurs, ce serait plutôt au diable de dire qu'on ne dîne pas avec les Marocains, même avec la cuillère la plus longue qui soit. Merci. Vous avez utilisé l'expression « vendre la Palestine ». Vendre la Palestine? Mais à ce moment-là, le Maroc est responsable du monde arabe tout entier, vous vous rendez compte? Et vous savez, chers camarades, en politique, chacun pour soi, Dieu pour tous, honnêtement. Je me présente. Je ne vais pas vous dire mon nom, prénom, ni mon âge, ni vous faire subir cette fameuse torture auditive et répétitive que l'on connaît tous déjà de « je suis si honoré de me trouver devant vous aujourd'hui sur ce pupitre pour débattre d'un sujet tel que… » Non, non. Enfin, si, je le suis, mais je ne suis pas là pour le préciser en tout cas. Je vais plutôt vous présenter ma manière de faire, ma manière de procéder. Je suis quelqu'un de très méthodique, c'est-à-dire que je vais décortiquer idée après idée de la manière la plus logique possible pour essayer de vous convaincre un maximum. Et même, qui sait, persuader les 4 personnes les plus têtues et bornées présentes dans cette salle. Oh, j'ai dit 4, tout comme je pouvais dire 5, 6, hein, je ne vise personne. Mais bon, j'aime bien le chiffre 4. Soit. Le sujet d'aujourd'hui peut prêter à confusion, je vous l'accorde, surtout pour vous, chers camarades sciences matheux, si puis-je. Voilà, il y a de la politique, des relations diplomatiques rétablies, des retombées positifs et négatifs après prise de décision, etc., etc. Je comprends que vous ayez du mal à admettre que vous avez tort sur certains points, pour pas dire tous, à vrai dire. Et sans que, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement comme si c'était votre professeur de maths qui vous le demandait, d'accord? Donc, commençons par faire sortir le côté négatif de la normalisation des relations maroco-israéliennes ou israélo-marocaines, comme vous voulez. Ça va à l'encontre de ma position, mais je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je vais vous mettre devant le fait accompli et vous prouver que la décision qu'a prise notre souverain est réfléchie et justifiée, surtout réfléchie. Donc le petit hic dans l'histoire, c'est le triomphe de la diplomatie purement transactionnelle de Donald Trump. Autrement dit, je reconnais ta souveraineté sur le Sahara occidental et tu t'engages pleinement à normaliser tes relations avec Israël. Ok. En quoi est-ce négatif? Eh bien, la politique, c'est plus une question d'image que de relations diplomatiques. Et les États-Unis ont prouvé une fois de plus qu'une simple reconnaissance de leur part d'un territoire de 260 000 km² est suffisant pour régler un conflit. En tant que citoyen marocain, je suis très fier de mon pays, vous savez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a su faire la part des choses, a su différencier, a su peser le pour et le contre et a su mettre sa fierté de côté surtout. Ne s'est pas montré borné et têtu en se disant non, on va pas se laisser faire comme ça, ce n'est pas un pays étranger qui va nous dire quoi faire, ce n'est pas un pays étranger qui va régler nos relations diplomatiques en échange d'une simple reconnaissance. Notre Majesté a analysé le multilatéral dans le deal, soit l'échange d'intérêts entre plusieurs États. La réintégration du Sahara est une question prioritaire depuis 45 ans déjà. L'activité, l'essentiel même, l'essence de l'activité diplomatique du Maroc depuis 1975 est de s'assurer de la reconnaissance internationale de la souveraineté marocaine sur ce territoire. Après avoir reconnu ce territoire comme marocain, les États-Unis sortent de la neutralité des Nations Unies et c'est un événement considérable pour la monarchie marocaine, vous savez. Bon, je n'ai plus qu'une chose à ajouter. Le contraire de la paix n'est pas la guerre, mais la peur. Et le monde d'aujourd'hui a nullement besoin de cette peur constante de partir au front. Non pas pour batailler, mais pour avancer, main dans la main, pas après pas, pour un monde meilleur. Et si j'en crois le sens de l'éthique, ou même, vous savez quoi, je vais aller plus loin. Si le sens de la logique est logique, ce n'est pas en restant campé sur des positions concernant des événements passés qu'on avancera. Et ce n'est pas en gardant des relations interrompues qu'on rendra ce monde meilleur. Il ne reste plus qu'à espérer que la logique fera des miracles aujourd'hui. Merci. D'un foyer, les Juifs se sont organisés non seulement en un État martial, fort d'essence, théocratique,
pur et dur, m'étant occupé ou infiltré l'ensemble des domaines stratégiques, voire névralgiques pour le fonctionnement du monde dans son ensemble. L'entité sioniste a pris la forme d'une pieuvre qui jette ses tentacules partout dans les cercles décisionnels internationaux pour seul but d'établir un État exclusivement juif, entièrement débarrassé de toute présence arabe. En somme, la reconstitution du royaume de David. Le dit du siècle, ou plutôt comme je l'appellerai la fin d'un espoir, semble aller dans le même sens et consacre définitivement l'aliénation de la question palestinienne, considérée depuis toujours par le peuple, par le monde arabo-musulman comme étant une question de droit et d'honneur. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi un tel revirement de la part des pays arabes? Pourquoi un tel revirement de la part de notre pays, le Maroc? La cause palestinienne a tant perdu de sa justesse dans un monde arabe hyper divisé depuis l'échec de l'arabisme consécutif à la naissance du mouvement national palestinien. Merci. Alors, chers opposants, je vous comprends. Je comprends cette rage qui réside en vous à vouloir à tout prix défendre la Palestine. Parce que cette rage, eh bien, elle brûle aussi en moi. Et oui, chers opposants, je le dis, si aujourd'hui la Palestine souffre, ça ne peut être qu'à cause d'Israël. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que pour vous, cette cause est suffisante pour dire que le Maroc n'aurait pas dû normaliser avec Israël. Chers opposants, il ne suffit pas de dire qu'il y a un problème pour le résoudre. Il ne suffit pas de prouver de la haine ou de la colère envers une personne pour résoudre le problème qu'on a envers elle. Non, chers opposants. Chers opposants, pour résoudre un problème, il faut retrousser ses manches, il faut ressortir ses armes et regarder l'adversaire droit dans les yeux. Et c'est ce qu'a fait le Maroc. Et vous appellerez ça sûrement de l'infidélité. Mais moi, chers opposants, excusez-moi, j'appelle ça de l'intelligence, j'appelle ça de l'audace, tout ce que vous n'avez pas. Bref, chère audience, l'heure du grand réveil est arrivée. Il est temps pour nous d'avouer tous nos péchés, en espérant obtenir notre liberté, et ce, en rendant le trône à Sa Majesté. La paix, qui d'ailleurs est recherchée, et ce depuis des années. Cette dernière refuse de refluer. Ne savant que faire, je décide de négocier. Elle me bruta qu'elle ne reviendra qu'à 2 conditions. 1, que si l'humain avoue être le coupable de son absence. 2, que si le monde s'unit. Messieurs, dames, vous ne l'aurez sûrement pas remarqué, mais aujourd'hui nous avons une invitée très spéciale qui est juste là, parmi nous. Madame la Paix, merci d'être venue. Je vous vois et je sais que vous m'entendez. Alors oui, Madame la Paix, si c'est ce que vous voulez, oui, je l'avoue, nous pourrions tous avoir une belle vie libre, mais nous avons perdu le chemin. Notre savoir nous a rendus cyniques, notre intelligence inhumaine. Nous pensons beaucoup trop et ne ressentons pas assez. Étant trop mécanisés, nous manquons d'humanité. Étant trop cultivés, nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Alors oui, Madame la Paix, si c'est ce que vous voulez, oui, je l'avoue, nous sommes coupables de ton absence. Oui, je le dis, aujourd'hui, si tu ne règnes plus dans le monde, c'est parce que nous l'avons décidé. Mais si aujourd'hui je le dis haut et fort, c'est parce que je refuse de l'accepter. Je refuse de donner raison à des âmes qui, comme eux, avec des cœurs de machine et des cerveaux de machine. Je refuse de donner raison à des hommes machines. Pour eux, la normalisation avec Israël n'est pas une bonne solution. Alors qu'ils savent que lorsque le Maroc a interrompu ses relations avec Israël en 2000, plus de 10 000 Marocains sont restés cloîtrés en Israël, ne pouvant revenir à leur pays. Depuis des décennies, messieurs, dames, frères, sœurs, pères et mères ont été séparés. On les a forcés à vivre loin les uns les autres. Et aujourd'hui, grâce à cet accord, grâce à cette normalisation, ils sont heureux. Rien que pour cela, messieurs, dames, nous devons être pour normaliser avec Israël. Et pourtant, nos chers camarades ici présents refusent. Alors oui, je le dis, chère audience, le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité et de l'amertume de ceux qui, comme eux, refusent de croire qu'on ne mendie pas la paix, mais qu'on l'arrache. Merci. Hiba, parler de Madame la Paix dans un sujet où il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont morts, c'est quand même grave, non? Mesdames et messieurs, Ali vous a dit que le Maroc est le seul, entre guillemets, qui est capable de donner à la Palestine sa liberté. Mais est-ce que les États-Unis sont les seuls qui peuvent donner au Maroc son Sahara? Non, je ne pense pas, Ali. Mesdames et messieurs, si je me tiens devant vous, c'est pas pour vous vendre du rêve ou galéger comme le font si bien certaines personnes ici présentes, mais c'est plutôt pour dire aux opposants leurs 4 vérités.
Car des beaux parleurs, on en a vu passer aujourd'hui. Dire qu'on est pour la Palestine et en même temps donner à Israël le pouvoir de tuer des dizaines de milliers d'enfants palestiniens qui voulaient juste s'amuser et qui finissent morts et écrasés. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce genre de sujet. C'est pour cela que les paroles en l'air sont bien belles, mais dans les mesures du concret. Inutile de vous le préciser, mes paroles peuvent paraître un peu crues. Mais je vais adopter un raisonnement cartésien. L'hypocrisie est seulement un hommage à l'intérêt. Edward Baker. Une normalisation stratégique, politique, économique qui permettra à Israël de jouer des cartes dont elle a perdu le contrôle depuis plusieurs décennies. Une normalisation qui nous paraît en tant que Marocains, entre guillemets, gratuite. Mais sachez, cher auditoire, que quand la chose est gratuite, c'est que vous êtes le produit d'une normalisation où on sera des victimes. Car les Marocains, sans oppression, ont clairement dit qu'ils sont contre la normalisation et contre le sionisme dans notre pays, contrairement à certaines personnes. Défendez-vous cette position juste par conviction personnelle ou parce que vous êtes sous des contraintes politiques et sociales qui vous sont imposées depuis que vous êtes nés? Pour boucler la boucle, j'aimerais vous parler du théorème du tiers exclu, qui dit qu'une proposition est soit vraie ou bien sa négation est vraie. Il n'y a pas de deux cas. Donc j'aimerais que vous compreniez bien. Donc parfois il faut se décider, chers opposants. Vous pensez encore que la normalisation est justifiée? Ou bien vous n'avez pas enfin compris que cela permettra seulement de mettre des bâtons dans les roues, des genoux sur les coups? On a brisé les chaînes hier, aujourd'hui il faut qu'on brise le silence.